Cro-Magnon jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on a construit bioclimatique. C'est des choses qu'on a perdues parce qu'on a produit de l'énergie peu chère, qu'on s'est mis à la gaspiller. Donc c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'on retrouve. Je dirais que cette aventure autour de la permaculture, de l'écologie, elle a démarré avec un voyage autour du monde qu'on a réalisé en famille il y a une vingtaine d'années, où on est parti découvrir l'architecture. On s'était dit, ben voilà, on va travailler sur la question de l'architecture avec éventuellement la finalité de construire une maison au retour. On s'était dit qu'on allait rencontrer des gens qui explorent la thématique de la construction. Quand on pose les valises au retour de ce voyage, en fait, on rentre effectivement avec une culture architecturale assez conséquente qu'on a envie de développer sur le lieu. Et puis au terme de ça, en fait, on commence en 2002 la construction d'une maison bioclimatique. À partir du moment où on veut chercher à faire une maison qui consomme le moins possible d'énergie, une maison qui a son empreinte écologique la plus réduite possible. On a remarqué que ça s'organisait autour de deux grandes questions. La première, c'est que les gens cherchent à faire des bâtiments qui consomment très peu d'énergie grise. C'est l'énergie qu'il faut pour construire et l'énergie qu'il faudra pour démanteler notre projet au terme de sa vie. Et la plupart des gens qu'on a rencontrés cherchaient à produire des maisons bioclimatiques. On a remarqué que nous, elles tournaient autour de 5 grands thèmes majeurs. Le premier, c'est que les gens vont d'abord chercher à trouver un terrain qui leur permette d'être le plus protégé possible des contraintes climatiques. On a cherché un terrain orienté plutôt sud-sud-ouest et puis déjà protégé du vent froid qui nous vient du nord-est. Et pour augmenter cette protection, en fait, on a décaissé le terrain pour mettre la maison à l'abri d'une butte que l'on a créée artificiellement, sur lequel on a planté des arbres pour se protéger d'une manière plus importante. Ça peut paraître anecdotique, mais cette protection naturelle ou artificielle peut nous limiter la consommation d'énergie jusqu'à 50%. Donc c'est vraiment, avant même d'avoir commencé à construire la maison, déjà un premier élément d'économie d'énergie. Voilà, que de choisir un terrain, bien l'orienter et commencer à se protéger. Le deuxième facteur qui va intervenir dans ce concept de maison bioclimatique, c'est le fait d'aller chercher l'énergie la plus gratuite qui existe. Et l'énergie la plus gratuite qui soit, c'est l'énergie du soleil. Et c'est l'énergie qu'on fait rentrer directement dans la maison. Là, comme on peut le constater aujourd'hui, on a une journée ensoleillée, les rayons du soleil rentrent dans la maison et ça va chauffer notre maison pour la journée. Il n'y aura pas d'autres éléments que ceux-là qui vont contribuer au chauffage de la maison. On va même, avec une journée comme celle-ci, être quasiment surchauffe dans la maison. On est déjà à 22, on va dans l'après-midi tranquillement monter peut-être à 23 ou 24. Voilà, donc ça c'est un élément important du bioclimatisme, c'est d'aller chercher à capter ce qu'on appelle du solaire direct, de l'énergie solaire direct qui va venir contribuer d'une manière importante au chauffage de la maison. Troisième point, en ce qui concerne le concept bioclimatique, c'est que je vais chercher à garder précieusement cette énergie-là dans la maison. Puisqu'on l'a fait rentrer et que cette énergie, elle est gracieusement offerte par le soleil, ben maintenant je vais chercher à la garder. Et donc pour la garder, je vais travailler sur l'enveloppe de la maison, donc le toit, les murs extérieurs et le sol. Et on va s'organiser pour que cette enveloppe soit la plus isolée possible. Et donc cette enveloppe, pour qu'elle soit très performante, nous on a utilisé comme matériau la paille, voilà, qu'on a mis dans une structure en bois. Donc on a fait une espèce de squelette en bois pour notre maison, dans lequel on a rempli des ballots de paille pour assurer l'étanchéité et l'isolation de cette maison. Le quatrième, qui est souvent un peu négligé, c'est qu'on va chercher dans notre bâtiment à stocker de l'énergie, assurer ce qu'on appelle l'inertie thermique. Et pour ça, on utilise des matériaux lourds. Dans notre cas, on a utilisé la terre. Par exemple, là, on a un mur en pisé qui assure cette fonction-là. Dans ce bâtiment-là, nous, on a à peu près 25 tonnes de terre, ce qui assure grosso modo 3 semaines de chauffage sans soleil. Voilà. On dit qu'on démarre le jour 1 à 19 degrés, j'ai pas de soleil pendant 3 semaines,
au bout de 21 jours, ma maison sera autour de 17 ou 18 degrés. Donc un très gros stockage d'énergie qui assure une grosse inertie de chauffage pour notre bâtiment. Et le cinquième point, c'est le complément de chauffage. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va se poser la question de dire quel système de chauffage je vais bien pouvoir mettre dans ma maison. Je n'imagine pas ma maison bioclimatique avec un gros système de chauffage et puis je construis ma maison autour. Non, je fais le raisonnement inverse, c'est-à-dire que je cherche à être le plus performant possible dans la protection, dans le captage d'énergie solaire, dans l'isolation, dans le stockage. Et c'est au terme de cette réflexion-là que je me dis maintenant qu'est-ce qu'il me faut juste pour compléter mon chauffage pour les quelques jours où j'aurai pas assez de soleil et ma maison chuterait un petit peu en température. Et dans notre cas, on a utilisé une petite cuisinière à bois qu'on allume de manière épisodique, voilà, quand le besoin se fait ressentir. Voilà, en quelques lignes, les 5 points que je propose de retenir moi, pour le concept bioclimatique. Alors, le budget global de cette maison-là, c'est 50 000 euros. Si on la faisait faire, c'est une maison qui coûterait à peu près 250 000 euros. C'est une maison qui fait 170 mètres carrés, habitable, et, tout de plein pied. C'est un projet sur lequel on a fait tout l'ouvrage avec Cathy, avec ma compagne, et 3 grands chantiers participatifs sur lesquels sont intervenus à chaque fois une vingtaine de camarades, de copains, sur 3 grands chantiers qui ont duré à peu près 15 jours. Là, on est vraiment sur l'autoconstruction totale. Le seul artisan qui est venu sur le lieu, c'est celui qui est venu avec son tractopelle pour faire le terrassement et faire cette protection au vent froid. Là. Il y a une grosse part du budget, il y a à peu près 10 000 euros pour l'étanchéité du toit, parce qu'on a une toiture végétalisée. Et donc là, il fallait assurer une étanchéité importante. Sinon, il y a une grosse part de bois, parce que la charpente est très conséquente. Donc il y a à peu près aussi 10 000 euros de bois pour faire toute la structure du bâtiment. La paille, si on prend l'isolant qui a servi à faire notre maison, c'est à peu près 300 bottes de paille. Si on achète ça à 1 euro la botte, voilà, 300 euros. Donc c'est relativement négligeable proportionnellement par rapport au budget global. Et puis après, c'est les matériaux pour faire les sols, l'électricité, plomberie, etc. C'est assez classique. Pour tout ce qui est eau chaude sanitaire, on utilise par exemple des panneaux solaires pour assurer le chauffage de l'eau chaude sanitaire qui est complété par notre système de chauffage à bois pour les quelques jours où il n'y aurait pas de solaire. Donc là, on a une forme d'autonomie sur le chauffage de notre eau chaude sanitaire parce que le bois vient du lieu sur lequel on habite. Et donc le bois, c'est aussi du stockage d'énergie solaire. Voilà, donc on peut dire que notre eau chaude sanitaire est assurée par l'énergie solaire. En termes d'énergie, en fait, on utilise un petit peu de bois pour compléter notre chauffage solaire. L'ordre de grandeur, c'est l'ordre d'une corde de bois pour passer l'hiver. Donc voilà, admettons que la corde de bois soit 150 euros. Ben voilà, 150 euros de chauffage pour maintenir la maison à 19 degrés toute l'année. Pour tout ce qui est eau de consommation, en fait, on a un puits sur le lieu. On fait aussi un peu de stockage d'eau de pluie. Et au terme de son utilisation sur la maison, l'eau est envoyée vers une phytoépuration avec des filtrations par les plantes. Sur la partie électricité, en fait, on est à l'autonomie parce qu'en fait, on a un toit photovoltaïque qui produit l'électricité que l'on consomme. Donc, voilà, même si en fait on a fait le choix d'être raccordé, donc en fait c'est pas une indépendance, c'est une autonomie dans la mesure où on produit sur l'année la même quantité d'énergie que l'on consomme. Je dirais que peut-être la première des choses, c'est de se connaître, savoir ce que je suis capable de faire, combien de temps je vais être capable de faire ça, est-ce que j'ai les compétences pour faire, etc. Et ça, pour chacun des individus du projet. Si on est en couple, eh bien, voilà, pour l'ensemble des individus du couple, de savoir voilà, quelles sont les attentes de chacun, les capacités, les compétences de chacun, etc. Et je dirais que voilà, c'est vraiment un des éléments clés, c'est d'apprendre à se connaître. Moi, je mettrais ça vraiment comme un élément fondateur du projet d'autoconstruction. Et l'autoconstruction, c'est plutôt quelque chose de plus large que le fait de construire une maison. C'est l'autoconstruction au sens je m'auto-construis. J'auto-construis ma personnalité, mon projet de vie, etc. Et à tel point que faire de l'autoconstruction, ça peut être à terme de dire
c'est pas moi qui vais faire. Et je vais faire un artisan la charpente. Et après, moi, je vais me garder le remplissage pour mes bottes de paille, etc., etc. Voilà, donc, moi, je pense que c'est un élément vraiment charnière d'un projet de construction d'un lieu de vie. C'est d'abord de se connaître, de savoir ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'on a intérêt à aller voir d'autres projets. C'est-à-dire que j'engage les gens à aller voir un ami qui est en train de construire, tel autre qui a vécu ça il y a 4-5 ans, voir s'il n'y a pas un chantier participatif dans la région sur lequel je vais pouvoir m'inscrire pour toucher pendant 2 jours aux ondes du terre et me rendre compte que j'aime ça ou je déteste ça, etc. Voilà. Mettre la main à la pâte un petit peu, rencontrer des gens, savoir quel est les retours, les vécus par rapport à ça, pour ne pas se lancer à l'aveuglette sur un projet qui pourrait être difficile à vivre si on ne l'avait pas appréhendé dans sa globalité. Alors, l'empreinte écologique, ça dépend aussi un petit peu avec quelles lunettes on regarde le projet. Si je regarde que le fonctionnement pendant la durée de vie de ma maison, peu importe les matériaux. C'est-à-dire que je peux faire une maison bioclimatique avec du parpaing, de la laine de verre, du polystyrène, etc. Et j'aurai une maison qui va consommer peu d'énergie. Mais mon empreinte écologique, là, je l'aurais regardé que du point de vue de la vie de ma maison. Si je regarde maintenant les matériaux utilisés par ma maison, donc là, je vais élargir, on va dire, mon regard autour de l'empreinte écologique. Si je veux avoir une bonne empreinte écologique, je vais choisir des matériaux qui ont nécessité peu de transport, peu de transformation, etc. Et dans notre cas, nous, on a utilisé, et c'est quelque chose qui est aussi assez invariant dans les projets qu'on a pu croiser autour du globe. Très souvent, les gens utilisent du bois pour faire une structure. Très souvent, les gens utilisent de la fibre animale ou végétale pour assurer l'isolation de leur bâtiment. Et très souvent, les gens utilisent de la terre pour faire l'inertie thermique. Et dans notre cas, je disais tout à l'heure, on a utilisé la paille. Donc c'est un matériau qu'on a produit dans nos champs, et juste à côté de notre bâtiment, à moins de 200 mètres. Et puis on a utilisé de la terre qu'on a pris sur place, qu'on a extrait sur place pour faire les murs empisés. Donc très très peu d'énergie de transport et très très peu d'énergie de transformation. Donc, si on veut avoir un bon bilan écologique, on va choisir des matériaux plutôt locaux et faiblement transformés. Quelle est l'empreinte écologique de son projet de vie, en fait, voilà. Mais ça va intégrer sa maison, ça va intégrer les choix des matériaux pour sa maison, mais ça va intégrer aussi le temps qu'il passe sur la route, enfin, ses trajets pour aller au boulot, etc. Et si on regarde tout ça, voilà, ça nous amène à faire des choix. Et peut-être que le meilleur choix, ça va être de louer ou de rénover une maison en parpaing laine de verre et tout près de l'endroit où il habite. Donc c'est très provocateur hein, comme réflexion. Mais je préfère raisonner comme ça parce que ça déculpabilise les gens. En fait, l'apanage, c'est pas forcément d'aller construire une maison avec des matériaux écologiques à la campagne. Enfin, je pense que la réflexion elle est plus cohérente si on la globalise plus, quoi. On dit voilà, mon projet de vie c'est ça, mon boulot c'est ça en ce moment, eh bien voilà, j'intègre tout, mes déplacements, où j'habite, où je vis, etc. Ma famille, mes enfants, ce qu'ils font, les activités, etc. Voilà. Voilà. Pour avoir une vision un peu plus globale de l'empreinte écologique, et la maison n'est qu'un des éléments de ça. Et ça permet de relativiser la part des matériaux écologiques de la maison. Eh bien, je vais commencer par les rassurer, en leur disant que, en fait, faut surtout qu'ils gardent leur maison, parce que la démonter pour en construire une autre serait une très mauvaise empreinte écologique. Voilà, donc après, on va faire des améliorations peut-être à la marge, mais si on regarde globalement ce projet-là, il aura une meilleure empreinte écologique que de reconstruire une nouvelle maison. Dans la mesure du possible, la première étape, ce serait de chercher à faire une isolation plutôt par l'extérieur. Et il y a pas mal de projets où on peut intégrer ce principe-là. Je vais surtout travailler mon mur nord, par exemple. Voilà, c'est celui-là que je vais isoler à l'extérieur, puis les autres, je vais les regarder d'une manière différente. Parfois, il est possible d'intégrer des espaces où on va pouvoir faire entrer un peu de solaire direct, voilà, sans trop changer le cachet du bâtiment.
L'inertie thermique, à partir du moment où on aura mis l'isolation à l'extérieur, elle va se retrouver dedans. Tous mes murs deviennent de l'inertie thermique dans ma maison. La masse se retrouve dedans. Et le rayonnement, du coup, de notre maison, qui a été capté dans la journée, etc., va être restitué à l'intérieur. Alors que nous, quand on isole dedans, le rayonnement de nos murs, en fait, il rayonne à l'extérieur. Donc on perd toute cette énergie. On peut parfois rajouter quelques protections supplémentaires par rapport au vent froid, etc. Mais à partir du moment où on commence à faire la démarche d'aller isoler par l'extérieur, en fait, on s'inscrit dans une démarche vertueuse qui va quasiment toucher aux autres aspects de l'habitat bioclimatique. Il y a énormément de paramètres qui rejoignent ce concept de résilience. Si je prends rien que les matériaux utilisés, au terme de la vie de la maison, je peux mettre le bois dans un tas, la terre dans un autre, la paille dans un autre, composter la paille, et j'ai très peu d'impact sur le terrain, très peu de matériaux à recycler. Il y aura bien quelques morceaux de plastique, etc. dans le bâtiment, mais l'impact d'un bâtiment comme ça est beaucoup plus réduit que l'impact d'un bâtiment conventionnel. Si je regarde d'un point de vue financier, je disais tout à l'heure, on a investi 50 000 € dans cette maison-là. Si j'avais dû la faire avec des matériaux conventionnels et que ce projet m'ait coûté ou nous ait coûté 250 000 €, c'est pas le même engagement, le même temps d'activité qu'il faut avoir à l'extérieur pour rembourser un prêt si on doit faire un prêt externe. Donc ça nous rend beaucoup plus autonomes ou moins dépendants, on va dire, d'un système financier, d'emprunt, etc. Donc là, c'est une autre forme de résilience très importante. L'autosatisfaction de réaliser un projet comme celui-là, c'est aussi de la résilience. Le fait de se faire plaisir dans ce qu'on fait, c'est aussi quelque chose qui nous permet de durer dans le temps. On est dans un mouvement inéluctable que d'aller vers des choses qui consomment le moins d'énergie possible, qui sont le moins transformées possible, qui sont les plus locales possibles. Donc je suis relativement positif par rapport à ça, parce qu'en fait je pense qu'on n'a pas le choix. Et maintenant, à vous de jouer!